Désolée. C'était des voisins qui avaient un problème de clé. Mais j'ai pas les clés en question. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Attends, parce qu'il y a du bruit là. Il est dictateur, mais un gentil dictateur. J'ai pas osé la faire. Elvis. GG pour remplacer l'école des fans. Mais oui, c'est beau. C'est magnifique. Kuku Yamamoto, arrête de râler. Donc on revient sur nos caricatures. Du coup, voilà, tu as là. Donc tu vois le portrait pour de vrai. Bon, un peu arrangé probablement. Hein. Et voilà ce que ça donne. Et Charles Philippon, qui a beaucoup travaillé avec Daumier. Limite, c'est son maître, quoi. Un peu, enfin, c'est son maître à penser, c'est son... Voilà. Et Philippon a été lui-même un grand caricaturiste de son temps. Et il a... pour lui, Louis-Philippe avait la tronche d'une poire. Donc il s'est amusé à chaque fois à caricaturer Louis-Philippe comme une poire. Voilà. Et il s'amuse à chaque fois à dire, regardez, mais si on voit une poire, tu vois. Voici l'un des chefs de caricature, une croquade de Charles Philippon. Ce dernier démontre selon un raisonnement que si Louis-Philippe ressemble à une poire et qu'il est interdit de représenter le roi, il devient alors interdit de représenter une simple poire. C'est un troll. Ce qui paraît totalement incompréhensible vu sous cet angle. Les poires de Philippon incarnent toute la lutte contre la censure sous la monarchie de Juillet. Elles vont envahir la presse et les murs et... Il s'est auto-censuré, je crois. Terrible. Et du coup, voilà, donc Charles Philippon, il est considéré comme l'un des pères fondateurs... Attends, est-ce que... Oh non, oui, ça fait... Allez, est-ce que ça compte Non, parce que c'est vraiment... Attends, caricature. Est-ce que ça compte du coup? Père fondateur, c'est le premier A. We are fan. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça compte. Je pense aussi. Parce que fondamentalement, la caricature... ça existe depuis très longtemps. Après, ce qu'ils veulent dire par là, à mon avis, c'est la caricature dans la presse. Je pense mais bon, ça existe depuis longtemps. Mais c'est pas grave. Chut. Directeur du quotidien, le Charivari, t'as de ces trucs. Et la caricature, il compte à lui seul pas moins de 7 procès et 4 condamnations. Vas-y, c'est pas un concours. Hein. Ce qui mène Philippon à fonder l'association pour la liberté de la presse. Il en aura le cul d'être emprisonné. Ah oui, ça pose problème. Après, c'est l'un des... pas le... Ouais, je sais. C'est une tentative de relativiser. Autobahn, c'est une musique de Kraftwerk. Là ? En fait, j'ai mis la musique que je mets, c'est Lo-Fi Girl. Donc normalement, c'est censé être bon. Parce que justement, avant, je mettais Twitch Soundtrack. Mais bon, il y a plein d'éléments. Question droit d'auteur qui sont un peu limites. Et en plus, il y a une de mes vidéos où t'as l'intro, tu n'entends rien du tout parce qu'ils se sont auto-strikés. Enfin, il faudrait que pour le live, ça passe, mais pour l'enregistrement, que je fasse en sorte de ne pas enregistrer la musique. Bon, ils sont gentils, mais je préfère utiliser du coup de la musique libre comme celle de Lo-Fi Girl. Juste que pour les vidéos YouTube, je mentionnerai que c'est son travail. Et les paroles Ah d'accord, ok. Pardon. Je me dis mais qu'est-ce que tu racontes? D'accord.
Autant pour moi, je comprenais pas. Ok. Car en fait, ça existait tout le temps. J'ai failli la faire. De vous dire que la caricature... J'ai fait ce geste-là. Mais ça, is the new de tout temps. Voilà. Attends. Ah! Voilà. Bon, alors là, par contre, les gars, question... c'est pas simple, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-haut? Donc, Louis-Philippe. Le cauchemar. L'enfoiré. Il reprend le cauchemar de Fuseli, là. Non? Je sais pas, le... Tu vois? Comment il reprend ça? Ah là là. Bon, voilà, j'aime beaucoup ce genre de truc. Don't worry, c'est un rebondissement de... D'accord. Ok. Oh, je m'inquiète pas, moi. Ah là là, terrible. Bah non, mais voilà. Puis, en fait, j'ai pensé à ça par rapport au titre, le cauchemar, et la pause un peu. Je me dis, non mais, quel troll, quoi. Donc là, c'est du Daumier. Le général Lafayette fait une petite sieste avec une poire démesurée sur son ventre qui fait directement écho au portrait encadré de Louis-Philippe. Cette même poire... Ah oui, derrière. Ok. Cette même poire, en référence encore aux crocades de Philippon, symbolise ce cauchemar qui rebondit sur les formes rondes de la caricature. Ouais, c'est pas très bien écrit là. À savoir le ventre de Lafayette, les oreillers et la poire en elle-même dont l'ampleur populaire retentit. Ah, en gros, il veut dire que... Ouais, enfin... Jusque des coussins carrés, enfin, à l'époque, c'est pas trop le délire. Ah, c'est marqué en bas. Monarchie de Juillet. Louis-Philippe, le nouveau roi de France, rétablit la liberté de la presse. Immédiatement, les journaux satiriques se multiplient. Le charivari... Action, réaction. Le charivari et la caricature en sont les meilleurs exemples. Ils mènent ce qu'eux-mêmes qualifient la campagne de l'irrespect, en particulier contre le roi, avec plusieurs grands noms de la caricature. Daumier, Doré et Philippon. Il faut dire qu'il l'a cherché. Ah. Parce qu'il portait une mini-jupe, c'est ça? Pardon. En déclarant être à mi-chemin entre les abus de la monarchie et les excès de la République, il devient Monsieur Chose. Quelqu'un, une sorte de bourgeois amélioré. La caricature est si violente qu'il finit par rétablir la censure en septembre 1835. Il n'a pas supporté. Très ressemble. Ah oui, ça c'est une représentation de Paris du Sommeil, tu m'étonnes. Ah oui, ça c'est Janus. Voilà. Donc là on a... Putain, comme il est vénère à droite. Donc le passé, le présent, le futur. Hein. Donc la fameuse poire à l'effigie de Louis-Philippe, ou Louis-Philippe à l'effigie de la poire de Philippon. Il vient de personnaliser la poire quand même. Refait surface. Daumier réalise la tête du roi en 3 dimensions. Non, c'est pas une tête en 3 dimensions. Enfin, c'est à rigueur, c'est une tricéphale, si tu veux, mais c'est pas une tête en 3. Pardon. Une face pour le passé, une autre pour le présent et la dernière pour le futur. Cependant, elles sont presque toutes identiques. Le sarcasme de l'illustration s'intensifie dans cette illusion d'un mouvement rotatoire. C'est plutôt que tu as un effet d'optique parce que tu as l'impression que le... Enfin, bref. Rien ne change sous la monarchie de Juillet. Et Daumier symbolise cela en reprenant le fameux motif de la poire, devenu une insulte populaire ciblant Louis-Philippe. Alors au-delà de l'insulte, c'est que c'est devenu un signe. C'est-à-dire que le public sait très bien
à ce moment-là que dès que tu représentes un mec avec une tête de poire, c'est Louis-Philippe. Donc c'est comme de voir le signe stop dans la rue. Tu sais que tu dois t'arrêter. Enfin, c'est un signe, c'est une symbolique qui est immédiatement identifiable par le public de l'époque. C'est plus ça que... Bref. Son visage est aussi sur sa face gauche. Ouais, oui, t'as l'œil. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, là, t'as cet œil-là qui est à la fois l'œil de ce visage-là et l'œil de ce visage-là, ouais. Et là, ça devient le haut du sourcil, en fait. Pour ça, j'aurais pas dit un mouvement illusoire, c'est juste qu'il y a une illusion, une sorte d'étirement du visage. Voilà. Là, il y a ref à Scrooge ou au Noël de Mickey. Merde, ça me dit rien. Donc, on peut dire 3 dimensions. Bah, non, pas pour moi. Parce que ça reste du dessin. Mais, et un visage est... Enfin, comment dire ? Nos têtes sont en 3 dimensions. Donc, en fait, je vois pas le... Voilà. Bref, c'est un détail. Monsieur Croupion. Qui peut bien être Monsieur Croupion ? Il s'agit là d'une représentation monstrueuse de Louis-Philippe. Monstrueuse. Oui, voilà, plutôt un Gargantua. Louis-Philippe, on le représente aussi beaucoup en Gargantua qui avale de l'argent, qui avale énormément de sacs d'argent. Delaporte dépeint un souverain destructeur qui pille les biens du peuple avec l'aide et le soutien de toute la classe politique française. Thiers, Dupin, Lobau, Madier de Mongeau, Khératry et Guizot, entre autres, sont reconnaissables parmi cette foule d'hommes politiques proches de Louis-Philippe. Ils sont à la tête du pays, au sommet de la pyramide, et font office de tête pensante pour le souverain. Du théâtre à la caricature, il n'y a qu'un pas. Delaporte est à la fois auteur dramatique, peintre et caricaturiste. Ses illustrations ont été publiées dans la Caricature ou encore le Figaro. Parce que oui, le Figaro, c'est un journal qui existe depuis très longtemps. Et si vous voulez... d'ailleurs, ça me fait penser, vous avez beaucoup de journaux qui sont accessibles sur Gallica. Attends, que je vous montre vite fait, parce que c'est... Voilà, presse et revues sur Gallica, donc la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. Et tu as donc plusieurs journaux, et imaginons... est-ce qu'on peut faire une petite recherche ? Voilà, le Figaro. Est-ce qu'on est de droite ici ? Pardon. Allez. Oh putain. Mais. Non, laisse-moi tranquille. Voilà, tu vois, depuis. Bon, on n'a pas toujours les. Voilà. Comme ça, voilà, tu peux avoir différents journaux comme ça en accès assez simple en fait. Tu peux lire. Voilà. Donc, je trouve que c'est toujours bon à connaître ce type d'outils. Hop, surtout qu'il y a un très très beau travail de numérisation. Et puis après, voilà, tu vois, tu peux en plus choisir les jours à côté, quoi. Et tu peux te refaire une année de... Fais-toi plaisir. Direct. D'accord, donc on a Khératry qui illustre personnage. Alors sincèrement, j'en connais pas beaucoup. Donc Adolphe Thiers, ça va. Mais voilà, par exemple, Khératry, je le connais pas. Je sais pas qui c'est. Et là, tu es déçu. Je le sens en toi que tu es déçu. Qu'est-ce qu'il a fait, Khératry ? Émile de Khératry, j'imagine ? Ou rien à voir ? 1132, du coup, non, c'est peut-être plutôt son daron, non ? Voilà. Ou rien à voir ? Non, peut-être pas. Le général à l'origine de la grogne du camp de Conly avec l'armée de Bretagne. Donc c'est bien lui, là. D'accord. Ah oui, le fantôme des Noëls passés, présents et futurs. D'accord, ok, je comprends, j'ai la ref. C'est bon. C'est bon. D'accord, ok, je ne connaissais pas ce général. Émile ? Ah ouais ? Ah mais...
Mais par rapport à la date, là... Parce que, regarde, là, on est en 1830, ici. 31, ça peut pas être le fils. Regarde, il est beaucoup trop... Enfin, il est à peine né. Il peut pas être là. Donc, ça te le... Voilà. Donc, mais son père, du coup. Donc, visiblement, c'est de famille. Voilà. Bah, maintenant, tu connais le père, et c'était pas non plus... voilà. Et donc, le père... Donc, tout le monde veut le boycotter, visiblement, il a même plus de visage. C'est un... Voilà. C'est un gentilhomme. Non, c'est le fils... Voilà, okay. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a adopté les idées de réforme, puis après, il a changé de... Ah. Gna gna gna, député du Finistère, pris rang parmi les défenseurs des idées libérales, combattit ministère dans le Courrier français, gna gna gna. Il était au Conseil d'État, député de la Vendée, du Finistère aussi. Ok, donc c'est un homme politique en fait. Ok. Et le papa d'Émile, visiblement. Donc on a qui d'autre là? Madier. Alors, famille de Mongeau, ça me fait penser... Non, ah non, c'est pas le même nom. Non, je me trompe. Raoul. Non, c'est un photographe. Ah non, photographie de Nadar. Non, mais trop... Ah. Non, il était mort alors. Ouais, en fait, ce qui est compliqué là, c'est qu'ils mettent pas les prénoms. Ah, ça peut être lui, hein, mais il venait de mourir. Hein. Peut-être Joseph, mais... Ouais. C'est le fils, c'est Joseph Paulin. Un avocat, magistrat. Voilà, donc... Ah, il est l'auteur sous la Restauration d'une pétition contre l'emprise des ultra-royalistes dans le Midi. Qui provoqua des débats passionnés. Il lui valut le soutien du Parti constitutionnel. D'accord. Et il est parmi les 3 députés chargés d'interroger les prévenus lors du procès des ministres de Charles. Oula. Il a pas la rigolo, hein. Guizot, ok. Ok. Mais ça aussi, ils aiment bien le principe de la tête pensante, enfin de remplacer la tête par autre... voilà. Moi, c'est surtout celle-là que je connais. Voilà. Louis-Philippe en Gargantua qui avale plein de trucs. Et notamment de la... Alors, soit c'est de l'argent, soit c'est de la nourriture en fonction. Ah non, le fils a quand même dépassé le père. D'accord. Ok. S'appuyant sur le caractère grotesque de Gargantua et son appétit vorace, c'est tout le système politique que vise dominer. De manière imagée, il se nourrit des richesses du peuple et rétribue uniquement les classes privilégiées. Ça a changé, hein? Non, mais par contre, ça, c'est... C'est marrant de voir que les problématiques sont proches. Voilà. Ou elles n'ont pas été réglées. Vois-le comme tu veux. La poire. Vous allez rêver de poire cette nuit. Regarde-moi ça. Ah, his. Dans la compo, la poire trône au centre de l'image, fruit majestueux qu'incarne la tête de Louis-Philippe. Nous pourrons distinguer 3 hommes en bas à droite en train de hisser la même poire en hauteur. Toute la violence, tu sens la violence de la caricature réside dans l'effort de ces hommes qui symbolisent la révolte d'un peuple, vilain peuple, et qui aspire à punir. Parce qu'on n'aime pas la réussite dans ce métier, dans ce pays, hein. On n'aime pas la réussite et l'enrichissement dans ce pays. À punir ceux qui mettent des guillemets, hein. Louis-Philippe, hein, comme Louis XVI en 1793. J'aime bien comme il prête, enfin comme... tu vois, en 3 phrases, de balancer autant de... Enfin...
Tu vois, c'est quand même quelque chose de dire qu'en gros, le peuple aspire à punir, comme Louis XVI en 1793, en gros, tuer quelqu'un. Enfin, tu vois, il y a... Enfin, décapité, tu vois, il y a... Eh, calmez-vous, c'est juste... Enfin, encore une fois, buvez de l'eau. C'est juste là, c'est une poire, quoi. Enfin, c'est une poire qui est hissée. Ah, ou peut-être par rapport à la pendaison. Je sais pas. Je sais pas. Hop. Je vous porte dans mon cœur. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Louis-Philippe est représenté de dos accoudé au balcon. Son arrière-train en gros plan rappelle encore la poire de Philippon. Oui. La citation « Je vous porte tous dans mon cœur » vient ici de manière très ironique faire un amalgame entre un cœur et la poire satirique de Philippon et Daumier. Non, mais entre le cœur et le cul, dit les choses, parce que Louis-Philippe, tour à tour Gargantua, un roi mal aimé par son peuple, ou simple poire, déclare son amour de manière ubuesque à la garde royale. Ah, c'est ça, là. Donc ça, on l'a déjà vu, du coup. Ah oui, oui. Ouais, je sais pourquoi. Ça, en gros, c'est quand... c'est pendant son procès, Philippon, quand il dit « Ouais, mais regardez, si on fait une poire, c'est-à-dire que la poire... » Enfin, voilà. Ça a été son argument de défense, mais il en a fait... Ouais. Et voilà. Donc, les croquades de Philippon sont bien célèbres et inspirent les fameuses poires. Ces croquis sont esquissés durant le procès de Philippon en 1831. À partir du portrait de roi Philippe, il arrive à le déformer en 4 métamorphoses jusqu'à parvenir à l'image d'une poire. Enfin, le gars, il est en procès. Enfin, tu vois l'insolence, quoi. On lui dit qu'en gros, c'est pas bien ce qu'il fait. Et il fait « Non, mais regarde, tu prends ça, tu fais ça, c'est une poire à la fin. » Ça, il n'y a rien de méchant. Donc voilà, ça, c'est un truc qu'il a fait en plein procès, quoi. Je trouve ça trop drôle. Donc ça, on l'a déjà lu en bas. Pardon. Gros, gras et constitutionnel. Gros, gras et méchant, non, constitutionnel. Charles Guillaume Estienne, journaliste et homme poétique, est ici dépeint en ronflant et paresseux, sans vision pour la société française de demain. Son nez rouge, on dirait plus qu'il saigne du nez, quoi, mais bon. Et la bouteille de vin souligne son état d'ébriété, ce qui le rend sourd à l'arrêté du pauvre. C'est quel député, là? Bah, c'est Charles Guillaume Estienne. Attends, on va regarder à quoi il ressemble pour de vrai. Ça, c'est rigolo. Ah, d'accord. Ils ont mis les caricatures de Daumier, quoi. Mais pour de vrai, il ressemblait... un peu à ça. Voilà. Ben voilà. Chamouillet. C'est la commune de Chamouillet. Et est-ce qu'il y a des chiens mouillés au cerf? Pardon. Je suis désolée. Ah, le Second Empire. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, le Second Empire... Hop, hop, hop. On est en... Attends, si on fait ça, ça fait quoi? Alors, par contre, c'est marrant d'avoir résumé... Seconde moitié 19e siècle à nos jours en 2 à 3... Ils en ont eu marre tout à la fin. Alors, Second Empire. Ah, putain, c'est quoi ces trucs? Oh, putain. On a dit pas les nez. Le pif impérial. Ah là là. T'as encore le temps de faire ton nez, mon bonhomme. Si tu crois revenir à Paris, tu peux te fouiller. Faire son nez est une expression belge qui signifie être prétentieux et se montrer arrogant, alors que tu peux te fouiller veut dire tu n'auras rien. En vieil argot français du 19e.
C'est le message du petit garçon qui symbolise la République française. À travers la grimace du pied de nez, le petit rail pleinement Napoléon III, dont le nez est grossièrement démesuré, est couvert de champignons qui pullulent sous la forme de Louis Veuillot, journaliste et de l'industriel Eugène Schneider. Voilà, et d'Eugène Schneider. En parallèle, ce même nez, objet central de la composition, est constellé de caricatures de la famille impériale, une mise en abîme ironique de l'auteur. Républicain, convaincu, anti-Dreyfusard et anticlérical, Alfred le Petit publie ses illustrations notamment dans le Charivari ou encore La Charge. Bien qu'il s'essaya à la peinture académique, sa carrière ne s'épanouit vraiment que dans le dessin de presse. Il se lâche, quoi. Ok. Alors, aussi, la représentation du gamin, c'est... le gamin de Paris, c'est un détail qui symbolise beaucoup. C'est-à-dire que représenter la République sous les traits d'un enfant, c'est pas anodin. C'est pas anodin parce que... Pour ça, j'utilise le terme de gamin. Tu as au 19e siècle... dans la population, notamment la population parisienne, tu as cette figure du gamin de Paris qui est omniprésente. C'est une grande partie de la population qui... c'est des gamins qui sont pauvres, en fait, qui traînent dans les rues, qui travaillent dès qu'ils peuvent. Et en tout cas, le gamin de Paris, c'est le gosse que tu revois, notamment... que tu revois dans La Liberté guidant le peuple. Et en fait, encore une fois, c'est pas un détail. Le gamin de Paris, ici, c'est une partie de la population qui est très présente, nombreuse, qui doit se démerder comme elle peut, et qui du coup doit, dès qu'elle peut, travailler, prendre les armes ou autre. Donc le gamin de Paris, il a, en plus derrière, il y a un imaginaire collectif derrière le gamin de Paris, avec le béret et tout, un peu roublard, un petit peu... Le gosse qui se débrouille, Gavroche, voilà. Voilà, Gavroche, c'est le gamin de Paris, par excellence. Mais on se rend pas compte, mais le gamin de Paris, t'as des gosses partout, en fait. Et tu as aussi... Alors, ça me fait penser aussi à une autre œuvre. Donc là, c'est Daumier, Hôtel de Ville. Les gamins de Paris, donc ils jouent un certain rôle dans les révolutions diverses, notamment, donc, surtout que là, ça correspond à cette époque-là. Est-ce que je l'aurai ici, cette œuvre-là? J'ai l'impression que non. De ce que je vois, non. Ok, tant pis. Hop. Et notamment pendant la Commune, parce que là, cette œuvre-là, pour ça je pense aux gamins de Paris, parce que là, on est pile. On est à l'époque de la Commune. Est-ce qu'il y a un mois, une... Non, il n'y a pas de date plus précise. Mais en tout cas, là, 1870, 1871, c'est la Commune de Paris. Et on a quelques représentations artistiques de gamins de Paris qui sont en train de célébrer la Commune, notamment la prise de l'hôtel de ville, et puis après ça a amené l'incendie de l'hôtel de ville à Paris. Mais en tout cas, voilà, tu as des représentations de gamins de Paris dans différents établissements, institutions, où tu les vois qui prennent un peu le pouvoir, quoi, du lieu. Les gamins avec les adultes, mais les gamins de Paris sont très très présents. Voilà. Donc là, la représentation du gosse, déjà ça révèle l'enfant qui est en nous, qui a envie de faire voilà, truc de cours de récré, et en plus parce que il incarne aussi l'avenir, le gosse, et en plus le gamin de Paris, c'est voilà. La population parisienne, énormément de gamins. Enfin, partout tu as comme ça dans les populations pauvres, le gamin de Paris, voilà. Le Gavroche, le Titi, ouais. Car tout comme les traces de pupus canif peuvent triguer certaines, je suis sensible au bout du tarin. Quoi? J'ai pas compris. T'es sensible du bout du tarin. C'est le nez, le tarin? Tu parles une langue que je comprends pas, là. C'est vrai que c'est un big nez, là.
Ah, puis comme il représente... Ah là là, no respect. Lupus canis. Ah. Non, on va pas regarder. Ça fait non. Non. Surtout qu'en plus, comme ça fait 2 noms, loup et chien. Chien-loup? Non, c'est pas ça? C'est pour moi ce que tu... Ça n'a rien à voir. Si, loup. Et canis, c'est le chien. Non? On va y arriver, on va y arriver. Ah oui, et puis bon, Napoléon III, que je vous remette un petit peu du Napo 3, quoi, au cas où, si vous avez oublié. Ça trombine. Regardez-moi ça. Je suis vénère. rentre le ventre, Robert. Rentre le ventre. Ça dure combien de temps la pause? C'est vrai qu'il est au bout, là. Il est au bout, il n'en peut plus. Voilà, on le retrouve bien. Mais comme quoi, tu vois, il est identifiable. On le reconnaît bien, là. L'autre, ils aiment bien les doubles faces, là. Donc, l'auteur dessine un Napoléon III, double face. Sur la période avant, l'ex-empereur... Oh, putain! C'est marrant qu'ils disent ex-empereur des Français. Ah, mais si, attendez, quand? Ah, 24 septembre. C'est quand, Sedan? C'est début septembre? 4 septembre, c'est 20 jours. Bon, ok. Ok. Je n'ai rien dit. J'ouvre moi ma grande gueule. Oui, à ce moment-là, il est l'ex-empereur. Enfin, il est vu comme étant l'ex-empereur des Français parce que nous sommes 20 jours après la défaite de Sedan, qui signe la fin du Second Empire et le début de la Troisième République. Attends, oui, parce qu'après, c'est la Troisième République. Tu vois à quel point je me mets... Attends. Non. J'ai horreur de ces moments-là. Parce que je doute tellement de moi. Qu'est-ce qu'on a après? Oui, c'est ça, c'est la Troisième République, c'est après. Mais c'est fou, hein. Mais ça, c'est le direct, c'est normal. Comme l'idée, c'est de pas préparer du tout. Enfin, de ne pas réviser. Voilà. Je révise avec vous. Évidemment, j'ai toujours peur. Les doubles faces ne viennent pas des figures d'Épinal. Alors, je réfléchis parce qu'il y a très souvent une référence aussi à Janus. Et je me demande aussi s'il n'y a pas effectivement quelque chose en lien avec les figures d'Épinal qui, elles, reprennent de toute manière aussi pas mal de transformations comme ça de personnes en allégorie mythologique, enfin par rapport à des personnages mythologiques. C'est pas impossible. Tu vois, je pense notamment parfois à les jeux de cartes. Aussi, t'as aussi parfois des vieux jeux de cartes. Alors, l'imagerie d'Épinal. C'est un sujet hyper intéressant, mais c'est tellement vaste, l'imagerie d'Épinal. Puis il y en a tellement, enfin, ouais, c'est sans fin, quoi. Pardon. Et c'est... Pour moi, pas que. Mais c'est vrai que les imageries d'Épinal ont vraiment très popularisé une manière de représenter les choses. Et c'est pour ça qu'on a le goût de l'image. Hein. On adore ça. Et c'est juste que Épinal, c'est petit. Et voilà. Mais en tout cas, oui, il y a cette habitude de représenter les choses. Et les imageries d'Épinal ont beaucoup influencé les lithographies. C'est juste que il y a tellement de tout. Dans l'imagerie d'Épinal, t'as les contes de fées, t'as des faits historiques. Il y a trop de choses.
Alors, donc, sur la période avant, l'ex-empereur des Français est fier et bombe le torse pour montrer sa stature digne et sa haute personnalité. Tandis que la période après, c'est un empereur au regard grave et à la mine défaite. Bah, tu m'étonnes. Il n'y a pas que ça, en plus, il avait des... Napoléon III a eu de gros soucis de santé, notamment des calculs rénaux, qui l'ont fait beaucoup souffrir pendant cette guerre. Hein. Voilà. Donc, il y a plus d'un titre, déjà lui en tant qu'homme politique. En tant qu'être humain, bah oui, il y en a avant, un après. Hein. Alors là, la grandeur d'avant est symbolisée par les encensoirs qui rappellent les titres, les honneurs, les louanges et autres flatteries. C'est marrant. Ça veut dire, c'est rigolo, donc si c'est bien ça, quand tu dis encenser quelqu'un, c'est-à-dire que la manière de voir le mot, c'était déjà comme ça qu'on l'envisageait au 19e siècle. C'est rigolo. Parce que le fait, surtout ces grands encensoirs là, en général c'est pour purifier un endroit. Enfin, quand je sais pas, voilà, si tu as eu déjà l'occasion pendant une messe ou autre, voilà, le prêtre ou un enfant de chœur passe et balance là, à chaque fois toi t'évites, enfin, oh merde, et puis après il t'enfume le truc, oh, au secours, il te prépare pour les manifs en fait. Il y a une vocation de purification. Du coup, c'est intéressant de voir vraiment que notre manière d'utiliser le mot encensé, voilà, il passe avec sa fronde qui fume. Non mais sérieux, t'as jamais peur des fois qu'ils te la mettent dans la gueule, le truc? Double skiff. À chaque fois, j'ai peur. Hein. Il y a aussi... alors pour moi, quand je vois par rapport à l'image, hein, il y a aussi la notion de mouvement ascensionnel. Tu vois, tu as les 4... Alors, est-ce que c'est 4 encensoirs ou est-ce que c'est un qui est justement projeté? Mais en tout cas, il y a cette notion d'élévation. Donc, on encense. Voilà. Et en plus, tu as le petit mouvement de la barbichette là, qui semble volter aussi. Donc, tu vois, il y a ce côté divination. Et en plus, visuellement, ça crée un équilibre par rapport aux épées. Parce que si tu vires les épées, ça fait c'est trop vide. Il y a un truc qui va pas, tu comprends pas. Et aussi, ne pas oublier un truc, le 19e siècle, et il est profondément anticlérical. Hein. Le 19e siècle n'aime pas... Enfin, voilà, la religion chrétienne n'est pas la... Enfin, les valeurs de la religion sont retransmises dans des valeurs humaines, enfin, voilà, genre le paternalisme et tout ça, il y a une forme voilà, de transmission de valeurs chrétiennes, mais la puissance de l'Église, elle fait grincer des dents. Enfin, on n'aime pas ça, et on essaye en plus depuis la Révolution française, l'idée c'était vraiment de casser ce pouvoir de l'Église, quoi. La messe manger. Toi, la messe, ça te fait penser à de la bouffe? Pourquoi? Parce qu'après, qui dit mariage ou enterrement, après, il y a forcément un banquet, c'est ça? Le mess. Ah! Le mess des officiers? Enfin, le mess dans l'armée? Rien à voir. C'est moi qui... Ah, voilà, ok. Donc, ça va, j'ai compris. D'accord. Ah oui, j'avais pas lu le pardon. Pardon. J'évite les cérémonies religieuses à cause de ça. Bah ouais, bon. What une messe. What a mess. C'est ça. Mes cheveux, it's a mess. Mes cheveux en général. Attends, on n'avait pas vu la fin du coup là. Alors attends. La décadence. D'après. La décadence.
Après, la grandeur... C'est marrant de mettre... Et j'aime pas les guillemets, t'as l'impression que... À part là, avant et après, mais mettre des guillemets... En gros, ça veut dire que tu te cites. C'est... Enfin... Parce que si c'est pour relativiser, bah tu utilises un terme qui relativise en fait. Là-dessus, je suis Là, voilà, moi c'est... Pour tout ce qui est rédaction de mémoire et thèse, on m'avait cassé les bonbons. Donc du coup, moi, j'ai cassé les bonbons à tous mes étudiants qui faisaient leur mémoire et qui mettaient des guillemets un peu partout. Je suis chiante, je sais. La barbe négligée. Bah, c'est la même barbe. Non ? Un Napoléon forcé à l'exil et par ce point fermé au milieu d'une flopée d'épées qui, à droite de l'image, souligne la colère amère du peuple français qui envahit le palais Bourbon le 4 septembre 1870. Et oui. Guillemets bingo. On peut. Je pense qu'on peut. Ah non, merde, pardon. Ouais. Je pense, parce que vraiment, c'est... Tout à fait. On peut faire ça. Ah, mettre des... Ou juste ça. Ouais, on va laisser comme ça. En fait, je sais pas. Comme il n'y a pas beaucoup de place. République. Donc ça, c'est encore du Daumier. La nymphe, égérie ou la statue du silence. Honoré Daumier, celui-ci le journaliste et historien puis homme politique Adolphe Thiers. Érigé en statue, il pose devant une foule d'hommes. Il le ridiculise en le représentant comme une statue miniature. J'aime beaucoup ces traits. Enfin, bon, attends. Bah, tu vois, je trouve que Daumier, il a une manière... Enfin bref. De représenter les choses, je trouve que voilà, son trait est percutant. Alors, une polémique. Ah, une polémique. Ah, c'est parce qu'il y avait une polémique autour de la création d'une statue à l'effigie. Ils ont mis un accent avant une double consonne. On n'écrit pas comme ça, effigie. Puisqu'il y a double. Oui, voilà. Ok. Il n'y a pas d'accent quand il y a deux... Bon, ouais, pardon. Calme-toi, Sabine. Je sais. Je suis désolée. Alors, non, que je vous explique pourquoi ça m'énerve. Et encore, moi, tu vois, je fais souvent des petites bourdes aussi. Hein. Non, moi, ce qui m'énerve, c'est à titre perso-pro, si on peut dire ça comme ça. C'est qu'ils ont des partenariats avec des grandes institutions. Ça, tu vois, c'est une œuvre. Bon, celle-ci, elle vient de Boston, mais ils ont des œuvres de Gallica. Et ça me... Voilà, en tant qu'historienne de l'art qui continue de développer une activité professionnelle autour de l'histoire de l'art, ça me fout un stress quand je vois des trucs avec des fautes, des typos, des trucs comme ça. Enfin, les typos, non, c'est humain, mais là, effigie, quoi, avec un accent, merde. Pardon. C'est ton live, explique. C'est ton live. Voilà. Ben, voilà, c'est juste que quand... Je dis pas qu'ils n'ont pas galéré à vivre de leur activité. Enfin, ça se trouve, je sais même pas s'ils vivent de leur activité. Mais bon, en tant qu'historienne de l'art, qui essaie de faire attention à plein de choses et qui essaie de vivre d'une activité professionnelle dédiée à l'histoire de l'art, voilà. Par contre, je sais que je suis très exigeante. Mais au moins, je suis exigeante aussi avec moi. Voilà. T'es chiante? Oui. Oui. Je suis chiante. Mais regarde, en étant chiante, quand on a testé le jeu du musée des arts décoratifs sur le fait de meubler les intérieurs, là, et comme il y avait des trucs genre de tout temps, machin, le community manager qui était à l'origine du projet, enfin en gros le chef web global du musée des arts décoratifs, comme il a vu le live, il s'est dit bon, on va changer ça. Donc tu vois, être chiante, c'est constructif. Mais c'est vachement mieux du coup ce qu'ils ont fait. Bah oui, forcément, parce que j'ai fait chier tout le monde. Voilà. Mais ils m'ont écouté, ils ont dit ok. Voilà, non mais c'est con, mais ça fait plaisir. Tu vois, il a regardé le live et il a dit ah bon bah ok. Du coup je l'ai discuté avec lui, on a fait un rendez-vous Zoom pour papoter un peu.
Et mais ça, c'était après. Mais du coup, ouais, il a dit, ouais, bah, j'ai changé ça parce que, ouais, ok. Genre, il y a marqué tout temps, quoi. Et j'étais en mode, ouais, mais c'est pas vrai. Bah. J'étais en grosse relou. Et du coup, il m'a dit, non, ok, j'ai changé le truc. Voilà. Born to be chiante, je sais. Alors, la légende, dont il existe 2 versions, fait référence à cette polémique. La première est Géry, dans le sens d'une conseillère inspiratrice d'un homme politique, le réduit à un simple pion. Ouais, j'aurais plus vu comme ça le truc. Une simple statue sans intérêt. La deuxième, la statue de silence, renvoie aux critiques des communards envers celui qu'ils appelaient le sinistre vieillard. Ok. Sinistre, pardon. Sintipo, je sais. Sintipo, c'est pas grave. Ouais. Ok. Et c'est aussi, hein, les statues, enfin les représentations des grands hommes, et quand je dis grands hommes, c'est hommes et femmes, il n'y a pas de voilà. C'est juste que c'est une appellation communément acceptée. Le fait de faire la statue de quelqu'un, c'est un sujet qui est toujours difficile en soi. Et on avait eu une polémique il n'y a pas si longtemps que ça, c'était avec Carla Bruni-Sarkozy, je crois. Hein. Il y avait eu une polémique autour de la réalisation d'une statue. Par contre, pour quel motif, je ne sais plus. Est-ce que c'était... je ne sais même plus quelle était l'origine du débat, mais faire une statue à l'effigie d'un homme ou d'une femme politique, enfin... Même pas que d'un homme ou d'une femme politique, d'un grand homme, hein, qu'il s'agisse d'un scientifique, d'un artiste, d'un homme poétique, etc. C'est un sujet qui peut être très vite partir en polémique. C'est parce que c'est une décision politique collective, normalement. Mais en tout cas, c'est ériger quelqu'un comme étant un symbole finalement de la nation, quelque part. Écrire un SMS ou dans un chat, c'est pas la même chose que d'écrire une description d'œuvre présentée au public pendant 10x temps. Avant de graver dans le marbre, on se relit bordel. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, qui peut relire ? Il est où le stagiaire ? Merde ! Tu crois qu'ils ont un stagiaire qui après est parti bosser chez BFM, le stagiaire ? Mais oui, après attention, il y a toujours des typos que tu loupes. Hein. L'as-tu lu ?